Aujourd'hui, nous allons parler des lames séparatrices et de l'interféromètre de Mach-Zehnder d'un point de vue quantique. En clair, il s'agira pour nous de voir comment se comporte un objet quantique, à l'occurrence des photons envoyés de façon unique sur les dispositifs quantiques que sont les lames séparatrices et un interféromètre. Nous allons aborder notre propos aujourd'hui, non pas en 3 parties comme c'est présenté là, mais plus ou moins, mais plutôt en 2 parties. C'est-à-dire que nous allons aujourd'hui parler juste du séparateur de faisceaux quantiques et de l'interféromètre de Mach-Zehnder avec des faisceaux, avec des photons uniques. Nous n'allons pas aborder l'opérateur de beam splitter. À la fin de ce chapitre, il est attendu de vous que vous soyez capable de mettre en évidence les propriétés particulières des lames séparatrices. Autrement dit, vous devez être capable de montrer comment un séparateur peut transformer un état factorisable en un état intriqué et vice-versa. Montrez aussi comment un séparateur peut différencier un état cohérent d'un état de Fock et révéler ainsi les caractéristiques non classiques de la lumière. Quand on dit les propriétés non classiques, c'est-à-dire que l'aspect quantique de la lumière. La deuxième partie, il s'agira pour vous d'être capable de mettre en évidence des propriétés ondulatoires de la lumière à travers un interféromètre de Mach-Zehnder où on envoie les photons en unité, élément après élément. Donc, commençons donc par l'étude des séparateurs de faisceaux qui, comme vous le savez, est un des éléments de base en optique. Sur le plan classique, déjà, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on considère un faisceau incident A1, lorsqu'il va arriver sur le séparateur, on va observer soit une transmission, soit une réflexion. Et sur le plan matriciel, ce que l'on observe, c'est-à-dire que les ports de sortie A3 et A4 s'écrivent en fonction d'éléments d'entrée sous cette forme matricielle où le coefficient de réflexion plus le coefficient de transmission est égal à 1. Autrement dit, les deux seules occurrences que nous pouvons avoir lorsque la lumière arrive sur un séparateur, cette lumière ne peut soit être transmise ou alors elle est réfléchie. Les énergies d'entrée et de sortie sont pour l'entrée s'expriment ainsi, c'est-à-dire que la norme au carré de A1, et pour ce qui est de la sortie, c'est la somme des amplitudes de A3 et de A4. Et en vertu de la relation 1, A3 est égal à T A1, alors que A4 est égal à I est égal à IR A1. Le I ici là est introduit pour mettre en évidence le fait que on change de direction. Il y a un changement de direction, autrement dit, A4 est perpendiculaire à A1. On a un angle de pi sur 4. Donc, compte tenu donc de cette relation de complétude, la relation, c'est-à-dire l'énergie de sortie, est égale à l'amplitude d'entrée A1. Autrement dit, on constate donc qu'il y a conservation de l'énergie ou du nombre de photons. Tout ce qui est entré est entièrement égal à ce qui est sorti. Bien, malheureusement, ce que nous voyons là n'est pas valable pour des faisceaux lumineux de type classique comme les faisceaux cohérents ou thermiques pour lequel le traitement quantique et classique DBS concorde. Bien, alors
examinons les choses un peu plus finement sur le plan quantique. Nous considérons donc le BS précédent, classiquement, qu'on a étudié tout à l'heure, avec une seule entrée, l'entrée A1. IA réflexion et IA réflexion en A4 et transmission au port 3. Les relations, c'est-à-dire que cette fois-ci, les A1, A2, A3 sont maintenant les opérateurs bosoniques. Donc la relation précédente, cette relation-ci, reste valable. Puisque le dispositif est de nature passive, le faisceau incident peut rester inchangé. Ce que nous attendons de nos opérateurs bosoniques sur chaque port, c'est qu'ils puissent satisfaire à la relation de commutation canonique en anglais, Canonic Quantum Relation, CQR, qui stipule que que le commutateur de AI et AI croix est égal à delta IJ. Autrement dit, et on doit aussi vérifier ces relations-ci. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on considère ce dispositif-ci, ces trois relations-là ne sont pas satisfaites. En effet, compte tenu de la relation ci, A3 est égal à T A1. A3 croix est égal à T conjugué A1 croix. Alors quand on fait la relation de commutation, on trouve qu'on a T au carré, c'est-à-dire que c'est égal à la transmission, ce qui est différent de 1. Lorsqu'on fait la même chose avec A4, on trouve que c'est la norme de R au carré, qui est différent de 1, naturellement. Et lorsque maintenant on prend deux opérateurs bosoniques, où I est différent de J, normalement on devrait avoir 0, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a cette quantité qui est bel et bien différente de 0. Ce qui veut dire que les modes émergents ne sont pas indépendants du système quantique. Bien. Pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre en compte, cette fois-là, le port, c'est-à-dire que l'état vide quantique au port 2. Parce que comme nous l'avons vu dans nos études précédentes, en théorie quantique, le vide n'est pas vide. Alors, notre relation s'écrit maintenant comme donnée en 4. Alors, si nous prenons maintenant une des relations canoniques bosoniques, A3 et A3, 4 par exemple, A3 cette fois-ci est égal à T A1 plus IR A2. Alors si on prend A croix 3, elle s'écrit comme ça, et les deux relations de commutation différentes de 0 s'écrivent ainsi, et à la fin, compte tenu de cette relation de complétude, on obtient donc que la relation canonique est égale à 1 comme attendu. Si on fait la même chose avec les autres relations de commutation, on va trouver que elle donne les résultats attendus. Autrement dit, la prise en compte de l'état vide quantique nous permet cette fois-là maintenant de vérifier toutes les relations canoniques bosoniques. Et la conséquence immédiate est que le champ émergent est considéré comme indépendant des modes bosoniques. Bien, alors examinons un peu plus près les conséquences de la prise en compte du vide quantique au port inutilisé 2. À cet effet, commençons donc par considérer qu'au port 1, on a un
on fait entrer un état cohérent Z1, qui, comme nous le savons, un état cohérent est un déplacement du vide. Alors, ce qui veut dire que quoi? Que en 1, on a appliqué l'opérateur de déplacement sur le vide, ce qui nous permet d'obtenir ceci. Ok. Pour des raisons de simplicité, nous allons considérer que nous avons un BS semi-réfléchissant où le coefficient de réflexion est égal à celui de transmission. Autrement dit, on a une demi de probabilité de réflexion et un demi de probabilité de transmission. Lorsque un objet quantique, notre photon, arrive au niveau du BS. Ce qui veut donc dire qu'à l'entrée, nous aurons, c'est-à-dire que comme élément d'entrée par rapport au BS, nous allons avoir notre état cohérent venant du port 1 et le vide quantique au niveau du port 2. Nous remplaçons donc cette expression Z1 par cette quantité, ce qui nous permet donc d'écrire comme état d'entrée la relation 6. Ok. En vertu de la relation qu'il y a entre l'entrée et la sortie que nous inversons, c'est-à-dire que la relation 4 est celle-ci, cette fois-ci j'exprime les entrées, c'est-à-dire j'inverse ma matrice pour exprimer les entrées en fonction des sorties plutôt. Alors donc lorsque j'inverse cela, j'ai donc A1 et A2 qui s'expriment de cette façon par la relation 7. Je vais donc utiliser les relations 7 pour pouvoir déterminer ma sortie. Alors, à la sortie, j'aurai la transformée de l'opérateur cohérent d'entrée, c'est-à-dire que l'opérateur déplacement, la transformée, appliquée au port 3 et au port 4. En vertu donc de la relation 7, celle-ci, c'est-à-dire que la relation entre A1, je transforme A1 en fonction des sorties, je transforme A2 en fonction des sorties. Donc quand je prends l'expression de A1 exprimée en fonction de A3 et A4, donc dans cette relation-ci, j'avais O1 et là j'avais O2. Ici j'avais A1 et A3. Donc je vais venir dans cette expression, puisque je vais les appliquer sur les ports 3 et 4, il faudra donc que ici j'ai plutôt, je vais donc remplacer ce A1 par cette expression-ci pour pouvoir les appliquer aux ports 3 et 4. Donc quand je remplace donc A1 et A1, A en croix et A1 par cette expression, voilà ce que j'obtiens. Donc, en relation 8. Comme A3 et A4 commutent, je peux donc faire appel à la relation BCH pour pouvoir transformer l'exponentielle de 2. L'exponentielle, c'est le produit de le produit d'exponentielle de deux opérateurs sous cette forme-ci. Compte tenu du fait que A3 et A4 commutent, donc cette quantité-ci sera égale à 0. Par suite, donc, l'exponentielle de la somme de A3 et A4 pourra s'exprimer comme l'exponentielle du produit de A3 et du produit de A4. En d'autres termes, je vais donc partir de cette expression-ci au produit de ces deux exponentielles. Et cette exponentielle-ci représente le déplacement au niveau du port 3 de Z sur 2. Ça, c'est la transmission.
alors que au port 4, où j'ai la réflexion, j'aurai le déplacement de IZ sur racine de 2. Autrement dit, lorsque à l'entrée du BZ, j'ai un état cohérent, j'obtiens à la sortie le produit, c'est-à-dire que au port transmis, j'ai un état cohérent, au port réfléchi, j'ai aussi un état cohérent. Et il est facile de vérifier que la moyenne au niveau du port, la moyenne des photons au niveau du port 3 est égale à la moyenne des photons au niveau du port 4, qui est égale à 1 demi de la moyenne des ports, des photons qui sont entrés par le port 1. Ce résultat-ci nous dit quoi? Que l'état cohérent d'entrée, qui est le Z1, a été divisé en deux états cohérents transmis, l'un transmis et l'autre réfléchi, et cela de façon égale. Ce qui veut dire que un état cohérent de la lumière se comporte comme un état classique, puisque qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons pris un état cohérent qui, au niveau du BS, s'est séparé en deux quantités distinguables, autrement dit, deux quantités factorisables qui ne sont pas intriquées. Maintenant, faisons à la place de l'état cohérent, considérons maintenant plutôt un état de Fock, c'est-à-dire qu'un photon unique. Donc ici, en entrée, c'est-à-dire qu'au port 1, on a un photon, et nous savons que le photon, lui, il est créé par application de l'opérateur de création sur le vide. D'accord? Compte tenu de la relation précédente, c'est-à-dire que le A1, lorsqu'il est transformé par le BS, s'exprime en fonction de A3 et A4, ainsi. Ce qui veut dire qu'à la sortie, nous aurons ce A1-ci qui va se transformer en cette quantité appliquée sur le port 3 et le port 4. Alors, ce A3 va créer un photon, là, qui est celui-ci, alors que ce A4-ci va créer un photon au niveau du du port 4. En clair, lorsque j'applique A3 croix sur ces deux photons, A3 croix n'agit que sur ce port-ci et on obtient donc ce résultat. Lorsque j'applique I A4 croix sur cette quantité, elle n'agit pas sur ce port-ci, elle n'agit que sur celui-ci, et par conséquent donc on crée un photon au port 4. Et cette quantité, comme on le voit, est une quantité non séparable. Qu'est-ce que nous concluons? Que l'état d'entrée, l'état de Fock d'entrée, qui était un photon unique, en raison de l'impact du vide sur monsieur-ci, dans le deuxième port, à la sortie, donc, on obtient un état intriqué. Cet état est un état non séparable. Et un état non séparable, un état intriqué est un état purement quantique, est un état non classique. Bien. Les valeurs moyennes au niveau du port 3, c'est la valeur moyenne de A3 croix A3. Et lorsqu'on fait tout le calcul, on obtient donc un demi là, c'est-à-dire que c'est la moitié de ce qui est entré. Lorsqu'on fait la valeur moyenne au niveau du port 4, on trouve aussi un demi. Et
C'est-à-dire que la probabilité, lorsqu'on prend la valeur moyenne de A3, c'est-à-dire que des quantités au port 3, la quantité de photons au port 3 et la quantité de photons au port 4, on trouve que c'est égal à 0. En clair, le résultat 13 et le résultat 14 nous disent que le photon est soit réfléchi, soit transmis avec un port avec une probabilité 1,5. Le résultat 15 nous dit que la probabilité pour qu'on mesure simultanément un photon au port 3 et au port 4 est égale à 0. Il n'y a, si cette mesure simultanée avec lieu, autrement dit, les deux détecteurs du port 3 et du port 4 s'activaient en même temps, on dirait qu'il y a coïncidence. Or, ce n'est pas le cas, il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, ça montre qu'on a effectivement une particule qui est intriquée. La particule est soit au port 3, soit au port 4, et pas les deux à la fois. On ne se retrouve pas dans un cas où on a la particule au port 3 et la particule au port 4. Non. On ne trouve pas ça. Ok. Donc, il se montre bien qu'on a l'intrication obtenue à partir d'un seul état. Bien. Maintenant, si, au lieu d'avoir un photon unique à l'entrée, c'est-à-dire un état de Fock comme précédemment, là, ici on avait un état de Fock à l'entrée, si on a plutôt un état intriqué à l'entrée, le BS va agir sur cette quantité qui est un état de Fock, sur cette quantité qui est un état de Fock, et la somme des deux nous permettra d'obtenir ce résultat. Autrement dit, quand nous partons d'un état intriqué, on obtient à la sortie un état de Fock, cette fois-ci. Donc, voilà un résultat important. Donc, le BS nous permet de transformer un état de Fock en un état intriqué, un état intriqué en un état de Fock. Donc, nous partons d'un état quasi classique à un état classique, ou alors on part d'un état classique, c'est-à-dire qu'un état, on part d'un état non classique qui est un état intriqué, et on obtient à la fin cette quantité, tout simplement. Bien. On continue notre expérience, cette fois-ci, en allant un peu plus loin. On va considérer maintenant que à l'entrée, on a non plus un photon et le vide. Le vide ici c'était 0, mais on va se retrouver dans le cas où à l'entrée, au port 1 et au port 2, il y a effectivement un photon. Un photon, ça veut dire qu'on a appliqué A1 sur le vide. Un photon au port 2, ça veut dire qu'on a appliqué A croix 2 sur le vide du port 2. On a combien de situations? On a 4 situations possibles. La première, c'est que les deux photons arrivent et sont tous deux, c'est-à-dire que le premier est réfléchi, est transmis, le second, un A2 qui vient de là, est réfléchi. On peut avoir aussi le cas où A1 est réfléchi et A2 est transmis. On peut avoir le cas où A1 est transmis et A2 est transmis. Et enfin, le cas où A1 est réfléchi et A2 est transmis. Voilà les 4 possibilités que nous pouvons avoir. Alors, à la sortie, nous avons ça à l'entrée. Il faudra transformer ceci et ça, c'est-à-dire que ceci doit être transformé en fonction de A3 et A4, ceci doit être transformé en fonction de A3 et A4. Ce qui nous permet donc d'avoir
à la sortie cette quantité qu'on applique sur le vide. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura, lorsqu'on va appliquer ceci correctement, on va obtenir A3 qui est appliqué 2 fois. On va obtenir A4 qui est appliqué 2 fois. Et on aura cette quantité et celle-ci. Ceci va me permettre d'obtenir ici 1 et 1 là. Ceci va me permettre d'obtenir 1 et 1 là. Alors les deux vont se compenser, donc ça me donne 0. En définitive, donc, lorsque j'applique A3 2 fois sur cette quantité, elle n'agit que sur celle-ci. Lorsque j'applique A4 2 fois sur le port 4, ça me permet donc d'obtenir ceci. Donc là, j'ai créé 2 photons parce que j'ai appliqué 2 fois au port 3, au port 4, en appliquant A3 2 fois au port 3, je crée 2 photons. Donc, à la sortie, j'obtiens 2 photons au port 3 ou 2 photons au port 4. Donc, je me résume. Je suis parti d'un état à 2 photons à l'entrée. À la sortie, j'obtiens un état intriqué. Mais, avec la particularité que les 2 photons sont détectés à un seul port en même temps. Il n'y a aucune possibilité d'obtenir un photon au port 3 et un autre au port 4. Ce résultat particulier est appelé l'effet rond au Mendel, qui ont été les premiers à mettre en évidence ce phénomène-là. Il n'y a aucune coïncidence au niveau des ports 3 et des ports 4. Aucune coïncidence n'est enregistrée. En clair, il y a une interférence destructive entre les deux chemins indiscernables permettant d'obtenir, c'est-à-dire que le chemin 3, transmission en 3 et le chemin de transmission en 4, ou réflexion en 3 et réflexion en 4. Donc, ça, c'est une interférence destructive dont on ne rencontre pas ceci. En vertu du principe de factorisation, si j'avais la transmission en 3 et la transmission en 4, sa probabilité me donnerait ceci, son amplitude, c'est-à-dire que ça me donnerait le produit de ces deux amplitudes de probabilité. Si j'avais 2 réflexions, j'aurais le produit de ces 2 amplitudes de probabilité. Alors, lorsque nous prenons ceci, la norme de ceci au carré, on trouve effectivement que c'est égal à 1. Donc, il n'y a pas la possibilité de détecter une particule en 1 et de détecter l'autre au port 4. Alors, vous savez que lorsque je manipule les fermions, je n'ai pas affaire, comme dans le cas des fermions, à un principe d'exclusion. Donc, je peux retrouver, c'est-à-dire je retrouve donc mes 2 photons sur le même détecteur, ce qui confirme que les photons ont un caractère bosonique et pas un caractère fermionique. Bien. Lorsque le taux de coïncidence des détecteurs tend vers 0, chemin indiscernable, on dit qu'on a le HOM dip. C'est elle qui est détectée, c'est-à-dire qu'ici, on a 0 détection là. Et lorsque les 2 détecteurs sont parfaitement déterminés, se distinguent parfaitement, la chute est complète. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'un BS peut transformer un état factorisable en un état intriqué et vice-versa. Un BS peut différencier un état de forme et un état cohérent. Et ceci nous permet donc de mettre en lumière donc le caractère non classique de la lumière. Avant d'entamer
la partie BeamSplitter, nous allons regarder une vidéo, une ou deux vidéos sur l'effet HOM. Ok, ici c'est discernable, c'est-à-dire que on distingue le rouge et le jaune qui arrivent sur le BeamSplitter. On constate que au port 3 et 4, il y a détection. Maintenant, il y a deux particules de même type, identiques, qui arrivent. On constate que seul le port 3 ou le port 4 s'active. Bien, regardons une deuxième vidéo là. Ça, c'était une première vidéo. Une deuxième là. On commence par les particules discernables au port vertical et au port vertical horizontal. Donc, on peut détecter en même temps. Là, on a réduit la distinguabilité. Et maintenant, dans le cas où on a deux particules identiques, on constate qu'il y a une chute complète. Donc, il n'y a pas possibilité d'avoir coïncidence. La coïncidence tend vers 0. Bien. Revenons donc à notre présentation. Cette fois-ci, on passe à l'interféromètre de Mach Zehnder avec des photons uniques. Les expériences classiques, l'interféron de Mach Zehnder montre que ici nous avons deux sources, c'est-à-dire que une source de lumière qui peut partir, qui peut venir de là, ou alors une source de lumière qui peut venir d'ici. Là, nous avons introduit une lame qui va déséquilibrer le Mach Zehnder. Déséquilibrer, pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas la lame, le chemin qui part d'ici, là, jusqu'au détecteur, celui-ci et celui-là, est identique à ce chemin-ci. Alors, on dit dans ce cas-là que le Mach Zehnder est équilibré. Ce qu'on obtient classiquement, lorsqu'on a envoyé un faisceau de lumière, c'est que l'intensité oscille en fonction de la lame phi, la différence de phase phi entre les deux chemins. Voilà ce qu'on en obtient avec la lumière d'un point de vue classique. Notre propos ici sera d'envoyer des photons dans l'état 0 ou dans l'état 1 à travers ce dispositif et de constater qu'on est capable d'obtenir une figure semblable à celle-ci, une figure où l'intensité, la probabilité est dépendante de la phase. La probabilité de détection en D5 ou en D6 est fonction de la lame phi. Bien. Pour cela, on va considérer que notre source envoie des photons uniques un à un, l'un après l'autre. On va considérer que nos miroirs parfaits introduisent un déphasage pi sur 2, représenté par le nombre complexe i. Donc, quand j'envoie, par exemple, cet état, c'est-à-dire que si cet état arrive sur un BS, ce qu'elle va introduire, elle va introduire la phase I.
La lame de phase, elle va introduire non pas pi sur 2, un déphasage pi sur 2, mais un déphasage de phi entre les deux chemins. Et puis on aura les détecteurs qui vont nous permettre de compter les photons uniques. Le détecteur 5 va s'activer si on a ceci, alors que le détecteur 6 va s'activer si on a cet état. Bien. Nous partons donc avec cet état, c'est-à-dire que on a au port 1 le photon, un photon unique, et au port 2 on a le vide. Lorsqu'on arrive au BS, on obtient ce résultat que nous avons déjà mis en évidence tout à l'heure. On continue donc, c'est-à-dire qu'on a les faisceaux qui passent par les deux chemins. Sur le chemin supérieur, la lame, elle, ne va agir que sur cet état-ci. 3, 4. Revenons un peu en arrière pour comprendre. Alors, ce n'est que lorsque il y a un photon en 3 que la lame phi agit. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer là. Donc, la lame phi va agir exclusivement sur cet état-ci. Les deux états, c'est-à-dire que les deux chemins, cette quantité et cette quantité, vont tous deux rencontrer les deux miroirs. C'est-à-dire que nous sommes maintenant à ce niveau-ci, Alors, cette quantité, il y aura un i qui sera introduit à cette quantité-ci. Il y aura un autre i qui va être introduit à cette quantité. C'est pour ça que M1 et M2 introduisent i pour les deux quantités. Alors, nos deux chemins vont arriver au deuxième BS qui, chaque BS va agir sur cette quantité ou alors et cette quantité-ci. Alors, les actions vont nous donner à la fois ça et ceci. Lorsque je mets tout ceci en cohérence mathématiquement, c'est-à-dire que là j'ai un photon au port 5 et le vide au port 6, j'ai cette quantité et cette quantité-ci. Cette quantité, là j'ai phi, ça et ça me donne ceci, ça et ça me donne 1. Me donne moins 1. On dit bien ça et ceci me donne le moins 1 que j'ai là. Alors ici, il faut bien voir que c'est phi divisé par 2. Pour ce qui est maintenant du vide au port 6 et du photon au port 1, j'ai cette quantité plus cette quantité et je tiens compte de i. Donc, j'écris ça sous cette forme-ci. Or, nous voyons bien que ce monsieur-ci, avec le i, va me donner sinus phi sur 2, alors que ce monsieur-ci va me donner cosinus phi sur 2. Autrement dit, la probabilité de détecter un photon au port 5 sera donnée par la norme au carré de cette amplitude de probabilité, autrement dit sinus carré phi sur 2, et la probabilité de détecter un photon au port 6 sera donnée par la norme au carré de cette amplitude de probabilité qui est cosinus phi carré sur 2. Ok? On constate que quoi? Que malgré le fait que la lame phi se trouve sur le chemin O, la probabilité de détection en 5 d'un photon en 5 et en 6
est bel et bien fonction de la lame phi. On va donc obtenir des amplitudes de probabilité qui sont effectivement oscillantes. Là. Donc ça nous permet donc, c'est-à-dire qu'on obtient donc des franges d'interférence qui nous montrent qu'effectivement, on a une interférence à photon unique. Donc, en fonction de la valeur de phi, ok, on pourra avoir sinus phi égale à 0 ou 1, cosinus phi égale à 0 ou 1. Bien. Donc, les phases relatives pour lesquelles toute la lumière est détectée en 6 correspondent à ce qu'on appelle des creux d'intensité. Autrement dit, il s'agit ici des franges brillantes dans le montage des franges duo. Ok. Le calcul que nous venons de faire de façon linéaire aurait pu se faire de façon matricielle si on tient compte du fait que la phase qui se trouve sur l'un des chemins, comme elle est sur le chemin haut, la matrice s'exprime comme ça. Si la lame de phase se trouvait sur le chemin bas, on aurait 1 ici et exponentielle ici en position basse. Alors, la relation entre l'entrée et la sortie s'écrit donc de cette façon, où nous avons introduit ici et là, nous avons introduit les matrices inverses des BS, des bin splitters. Donc tout ce calcul-là me donne cette expression-ci que l'on peut réduire de cette façon. Et là, on aura donc A1 qui s'exprime en fonction de phi sur 2 A5 plus cosinus phi sur 2 de A6. Et A2 qui est égal à cosinus phi sur 2 de A5 moins sinus phi de A6. Et on a ceci en entrée qui va se transformer de cette façon-là. Bien. Donc, on trouve donc que la probabilité de détection en 5 de photons uniques est donnée par ça, alors que la probabilité de détection en 6 est donnée par le cosinus carré de cette quantité-ci. Donc voilà comment, de façon élémentaire, de façon simple, la théorie quantique nous permet de mettre en évidence le comportement des objets quantiques, le photon, au niveau du BS. On a atteint les objectifs qu'on s'était fixés au début, à savoir que on a utilisé un BS pour transformer un état factorisable en un état intriqué et vice-versa. On a utilisé un BS pour différencier un état cohérent d'un état de Fock, et ceci a mis en évidence le caractère non classique de la lumière. Nous avons mis en évidence les propriétés ondulatoires de l'amplitude de probabilité des photons uniques dans un interféromètre de Mach-Zehnder. Ceci étant, nous pouvons dire que notre propos d'aujourd'hui s'est achevé. Nous vous remercions de votre aimable attention.